Je croyais que la psychopathie de Norman partait du délire de sa mère sur les filles de mauvaise vie à un certain degré. Et bizarrement, ça semble partir sur l'inverse, cette série. Ça, c'est dingue, hein. Je sens clairement venir la prochaine victime dans cette histoire. Et étrangement, c'est pas du tout le profil, tout comme la toute première. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Je sais pas exactement vers où ça va partir et comment ça va se lier exactement à la psychologie qu'on connaît bien du personnage dans le début de Psychose. À nouveau, je sais que c'est une adaptation libre, étant donné que c'est un cadre plus moderne, etc. Mais voilà, c'est quand même des codes, des trucs un petit peu importants à appuyer et j'espère que ça saura être un peu raccord avec certains points, quoi. En tout cas, ouais, ça commence avec Norman qui est tout content d'avoir enfin perdu sa virginité et qui sort de chez Bradley qui est encore en train de dormir. Ce petit détail me paraît pas anecdotique dans l'absolu, on verra un petit peu, j'en parlerai rapidement, et qui découvre donc en rentrant par Dylan que bah, leur mère a été arrêtée, hein, et donc elle est assez soupe au lait, hein, dans ses premières scènes du film, hein, même après qu'il la fasse libérer sous caution parce que ça coûte cher, 100 000 dollars avec l'acte de propriété. Apparemment c'est possible, mais ils ont toujours le motel après ça, je sais pas exactement comment ça marche. J'espère qu'on expliquera un peu ça, puisque 100 000 dollars c'est pas rien, hein, c'est pas une petite goutte ça, hein. Et ouais, elle va être très 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 chafouin durant ces premières scènes, du fait qu'elle veut clairement pas admettre qu'elle l'a tué. Même si on voit qu'il y a pas mal de personnes qui veulent admettre dans un sens que c'était un sale connard et que il y avait clairement des circonstances atténuantes, voire de la légitime défense derrière ça. C'est clairement une éventualité pour eux dans un sens, mais elle ne veut pas en démordre. Non, je n'ai pas tué cette personne, alors que bien entendu, elle l'a fait. Et pas totalement sous la légitime défense. Donc, ça part de plus en plus dans le grave, surtout lorsqu'elle envoie chier l'avocate qui voulait la représenter en disant donc, en partant sur cette voie-là. Et lorsque Norman lui fait comprendre que ça devient complètement taré et qu'elle veut trop se perdre dans ce mensonge qu'elle s'est créé, elle finit par gueuler en lui disant qu'il n'a pas été là pour elle, il est parti aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre, et si je te fais peur, casse-toi, je veux pas de toi dans ma voiture, et en le lâchant à 15 km de la maison. Donc ça c'est un truc très qui parle bien par rapport au fait que c'est quelqu'un qui veut le culpabiliser et qui veut mettre à mal sa relation avec d'autres filles. Et c'est pour ça que je trouve quand même que ça reste un petit peu dans la veine du Norman Bates qu'on va connaître à cet égard-là, quand on met en place pas mal d'éléments comme ça. Néanmoins, par la suite, ça va pas vraiment être trop ça sur lequel on va jouer dans cet épisode, puisque d'une part, bon, on va se centrer un peu sur Dylan. Dylan qui va au passage recroiser Norman en rentrant en moto comme par hasard sur cette voie-là. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. J'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas eu d'autoroute de créer, c'est un peu logique. Il y a toujours la même voie pour aller aux mêmes endroits dans un sens. Mais j'avoue quand même que ça reste un gros comme par hasard, ça. Et c'est une façon d'appuyer que le mec veut un petit peu commencer à se mettre en place ailleurs et possiblement héberger son petit frère avec lui, puisqu'il a commencé vraiment à nouer un petit lien avec lui. Il se sent un peu responsable dans un sens. Et pour ça, il demande au mec avec qui il bosse, donc pour garder les champs de cannabis, une petite avance sur salaire. C'est possible ou pas? Non, c'est pas trop possible. Nos patrons sont pas trop comme ça. Mais apparemment, son collègue le voit très bien. Ils sont super potes. Ça n'a pas été ultra développé, mais apparemment, ils sont copains comme cochons, ceux-là. Et il lui dit, tiens, j'ai pris de mon fric et je te donne l'avance dont tu as besoin. Je sais que tu rembourseras. Sympa le gars, hein, vraiment très sympa, hein. C'est pas de veine pour lui que juste après il se fasse tirer dessus. J'ai le dans le sens du timing de certains points quand même. Juste après quoi, la scène d'après, il y a un mec qui doit de l'argent donc
au type pour lequel il bosse, j'imagine. Et il lui dit, c'est bon, t'as commencé à mettre en place le retour sur investissement. Il dit, ouais, il sort son flingue et il lui tire dessus. Mais bon, Dylan est assez réactif, parce qu'apparemment il est habitué à ça, je sais pas trop, mais vraiment très réactif le gars. Et il lui dit, mets bien ta main sur la plaie, je vais me diriger aux urgences, en urgence, de façon à ce que tu sois sauvé. Et apparemment, oui, il l'amène aux urgences juste à temps, et il voit un peu chamboulé par ça, il se dit, mais je vais poursuivre le gars qui a fait ça. Il le recroise en repartant, et il lui roule dessus. Et je sais pas s'il l'a tué ou pas. Est-ce qu'il va y avoir une enquête plus poussée ou pas par rapport à ça? C'est un truc qu'on va lancer comme ça, mais ouais, tout ça autour d'un mec qui donnait pas une forte impression. On le voit depuis donc l'épisode 2, depuis que Dylan est là, quoi. Ce mec, je m'attendais pas à ce qu'on développe quelque chose de particulier autour de ce gars, mais apparemment oui. On verra bien ce qu'il en est, on verra bien ce qu'il en est. Alors le plus important, c'est que on va poursuivre un petit peu l'enquête et même un peu conclure, plus ou moins, sur la fille séquestrée disparue. Et mais à culpa, parce que j'avais pas bien compris le truc. Mais depuis le début, il y a des détails que j'avais pas bien saisis. Déjà, le carnet, il date pas d'il y a pas mal de temps, c'est genre ultra récent. Ça a été fait par quelqu'un et ça a été laissé là, sous la moquette. Elle a réussi à cacher ça, je sais pas trop comment, sous la moquette. Et cette fille, ben, c'est la même que celle qu'on a vue en fait. La fille qui a dessiné donc ces malheurs de filles séquestrées, esclaves sexuelles. Elle, elle a laissé ce carnet et apparemment c'était Keith Summers qui s'occupait d'elle, en plus de Shelby. Qui a œuvré avec lui pour participer un peu à ses trafics et maintenant ben, il a eu cette fille dans sa cave et il a abusé un petit peu d'elle. Alors c'est un truc qu'on dit pas directement, on va l'apprendre après coup, puisqu'il va passer un petit peu de temps avec Emma, notre héros Norman, en lui disant un petit peu ce qu'il sait. Hein. Me demande pas comment je sais ça, je sais qu'il garde une fille dans sa cave. Et alors bon, déjà qu'elle sympathie avec lui, avec ce qui se passe, parce que en même temps, il y a sa mère qui est arrêtée, il faut payer une caution, tout ça. Elle s'implique un petit peu pour aller au bout de l'idée, et Norman dit, ouais, je pense que c'est la même fille que celle qui a écrit le carnet. Pour moi, c'était pas évident, mais apparemment, c'est ça, c'est la même personne. Et oui, parce que moi, au début, j'avais pas compris, hein, quand j'ai vu cette fille séquestrée, je me suis dit, encore, c'est une espèce de rituel qui se renouvelle. Non, c'est la même personne. Ok, c'est pas un truc ultra cumulatif. Il y en a quelques-unes, mais on n'en rajoute pas plus par-dessus, semble-t-il. Et on va essayer d'enquêter avec Emma pour retrouver cette fille. Tandis que Shelby également admet auprès de Norma qu'il est amoureux d'elle. Mais vraiment, hein, je suis prêt à beaucoup de choses pour toi. Ce qui s'est passé entre nous sur ces quelques épisodes qui représentent quoi, 3 semaines, un truc comme ça, c'est à la mort, à la vie, un truc comme ça. Il y en a à ce stade-là, et donc il est prêt à falsifier des preuves. Il y a toute une scène où il falsifie la preuve dans leur salle pour ça, en jouant sur les caméras tout, pour se débarrasser de la moquette qui a été trouvée et donc ôter toute preuve un tant soit peu confondante pour Norma. Et donc grâce à lui, elle n'est plus du tout suspecte. Les charges sont levées et vous avez payé 100 000 balles pour rien. C'est pas exactement comment ça fonctionne ça. Est-ce que la caution, maintenant qu'elle n'a plus lieu d'être, elle va être remboursée? Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste. J'avoue que j'ai jamais connu ce genre de truc. J'ai jamais été arrêté en devant payer une caution. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je peux pas dire. C'est ce petit détail qui me fait réfléchir un tout petit peu. Je sais pas pourquoi. Et ouais, donc alors que ça se passe, il y a cette double personnalité du gars, quoi. Ce mec qui est à fond derrière Norma, quoi, qui est prêt à faire beaucoup de choses pour l'aider en disant qu'il est amoureux d'elle, tout ça. Et en même temps, cette espèce d'enfoiré qui garde quelqu'un dans sa cave pour lui faire des trucs pas très catholiques. On verra ça dans pas très longtemps. Donc...
Emma a fait quelques petites recherches dans son coin. Norman en profite pour la mettre au parfum sur ce qui s'est passé entre lui et Bradley. Et il s'est passé un truc, désolé, c'est pas toi que j'ai choisi. Et elle est un peu dans le déni. Ah, vous avez juste couché ensemble, c'est juste un coup d'un soir. C'est pas comme si vous étiez ensemble, hein. Donc il y a ce déni, je sais pas si ça va aller très loin. Et j'ai un petit peu cette impression, mais ça c'est moi, que c'est pas pour de vrai en fait. Que ce délire, j'ai couché avec elle, il s'est passé quelque chose entre nous, on s'est rapproché, etc. Il s'est fait un peu ce délire en partie dans sa tête. Pas complètement. Bon, déjà, par exemple, le moment où ils se sont rapprochés, où elle lui a raconté qu'ils ont trouvé cette main dans la baie, évidemment que ça s'est passé comme ça, et sinon, comment elle aurait l'information qu'il ne saurait pas. Mais je pense que ce moment où il lui a envoyé des textos pour aller chez elle et où il a cru entrer chez elle, en fait, il n'est pas entré chez elle, c'est une espèce de délire qui s'est fait dans sa tête et au bout du compte, il n'est pas avec elle. Parce que c'est la question qui me turlupine depuis 2 épisodes. Il est passé où son petit copain, cette fille? Je veux dire, enfin, le mec qui est autour d'elle et qui a empêché un tout petit peu Norman de l'approcher. Ça fait 2 épisodes qu'on le voit plus trop. Et ça me fait me poser quelques questions. Est-ce que c'est lui qui s'imagine euh, une fausse réalité sans lui où il pourrait être avec Bradley alors qu'en fait il peut pas être avec elle parce qu'elle veut pas en fait, elle le voit comme un pote mais pas comme quelqu'un de plus que ça. C'est toute la question qui se pose, j'ai un peu cette impression que ça va être ça en fait, qui s'est fait un gros délire dans sa tête et qu'au bout du compte il n'a pas vraiment perdu sa virginité. Et donc le côté il ose pas la réveiller en partant, il part sans faire de bruit tranquillement et tout. C'est un peu une espèce de façon dans sa tête de s'imaginer un truc simple pour pas avoir à complexifier ce fantasme qui s'est créé. C'est un peu l'impression que j'ai. Si ça se trouve, je dis de la grosse merde, et ils ont vraiment couché ensemble, ils ont vraiment concrétisé, et tant mieux. Je sais pas trop. C'est la parenthèse comme ça. En tout cas, voilà, Emma, pour l'instant, elle est dans le déni. Si ça se trouve, elle a un petit peu raison, hein, même si c'est pas de la bonne façon. Et elle a fait des recherches sur le fait que, étant donné qu'ils étaient un petit peu ensemble, lui et Kiss, je veux dire, étant donné que c'est un peu lié à ce motel où on a trouvé le carnet, et ben oui, Kiss, Summers devait être lié à ça, et donc Shelby et Kiss œuvraient ensemble. Ce qui est très bizarre parce que de base on appuyait que c'était Romero qui était un peu pote avec Kiss, mais pas Shelby, mais apparemment Shelby aussi. Et donc, elle s'est dit, eh ben, ça devrait peut-être être une autre propriété de Kiss Summers. Et il y a un bateau abandonné à quai où personne ne va, c'est peut-être là qu'elle s'y trouve. Ils s'y rendent, on fait le petit suspense, elle était cachée dans un placard, et ils trouvent donc la fille. Donc, c'était pas un délire qui s'est fait dans sa tête où elle était pour de faux présente. Elle est vraiment là. On l'a rien trouvé, hein, on la ramène au motel, on essaie un petit peu de s'occuper d'elle et de la faire aller un petit peu mieux après ce qu'elle a vécu. Et il y a Norma qui tombe là-dessus. Et on lui fait un peu le topo. Et au début, elle a un petit peu de mal à le croire. Attendez, comment ça? Non, non, ça doit être pour de fois, elle confond. Ce type qui l'a séquestré et qui a abusé d'elle sexuellement, elle lui montre une photo et elle dit oui. Oui, c'est bien lui qui il a fait quelque chose. Et donc, ça semble un tout petit peu indiquer la future victime de nos deux héros. Ça le sent un petit peu, mais on verra bien un peu comment ça sera traité. Mais je vous avoue que c'est très bizarre parce que ça part globalement à quelque chose de très différent dans les cibles à abattre de nos personnages. Je veux dire, le premier meurtre de base, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la mentalité voulue de nos personnages dans le film de base. Et je reste un peu dubitatif sur certains points, par exemple ce qui se passe avec son père au tout début. Toutes ces questions qui restent en suspens alors qu'on se centre ce coup-ci bien en détail sur Shelby qui est prêt à faire quelque chose par amour pour Norma, mais qui continue quand même de séquestrer une femme pour abuser d'elle sexuellement à côté.
Zarb, c'est très Zarb quand même. Je serais pas contre qu'on développe un petit peu plus le fond de la pensée de ce type pour que ce soit un peu cohérent en fait. Je sais pas, parce que c'est un connard, c'est clair et net, mais pourquoi, sur quel degré, je sais pas trop. Bah, on verra un peu ce que ça donne. Je vous cache pas que, alors, en dépit de quelques petits détails qui renvoient à Psychose, plus ça avance, moins je ressens le côté futur personnage qu'on connaît de Psychose en fait. C'est ça le truc, mais ça, 5 saisons de 10 épisodes pour amener à ça, donc c'est pas grave si ça vient pas tout de suite, tout de suite. Je tiens à l'appui aussi, hein, il faut le temps, hein, j'en ai conscience. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!